Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle année puisque je pense que vous serez nombreux à regarder cette vidéo après le nouvel an. Mais l'événement majeur, on va pas se mentir, c'est surtout la centième du journal de vlog. Alors je vais être sincère, j'ai rien prévu de particulier, je suis désolé pour ceux que ça va un petit peu décevoir quoi. Tu comptes pas faire ton centième JDV, il est comme ça quand même. Bah si, pourquoi? Ah non, et moi je dis ça, c'est par rapport au respect de tes abonnés si tu veux. Bon, on n'est pas obligé de respecter ses abonnés, même pour la 100e édition, oui c'est sûr. Oh, il est classe comme ça. La casquette, le t-shirt sans pli, ça fait... Non, il est chic quand même là, pas abusé. Bref, l'événement également, c'est, figurez-vous, et là ça va en agacer quelques-uns, mais ils seront peut-être heureux pour moi, la présence d'un partenaire. C'est la première fois que ça arrive sur ma chaîne, sur la 100e en plus, quoi. Et ce partenaire, il s'agit de Slipsucks. Slipsucks, tellement plus qu'une boisson énergisante. Dans le monde actuel, hein, les problèmes sont nombreux, mais il y a un fléau qui pourrit l'existence de toute l'humanité. Et ce fléau, c'est le sommeil, tout à fait. Le sommeil nous fait perdre du temps de vie, d'expérience, de partage, de souvenirs irrémédiablement gâchés, perdus, poubelle, vide ordure, déchetterie. Putain, le sommeil, c'est un poison qui prend possession du corps chaque nuit. Dormir, c'est le mal. En plus d'être la honte. D'ailleurs, ça devrait même pas être un verbe, vu que quand tu dors, tu fais que dalle. T'es allongé, t'es là, tu bouges plus pendant plusieurs heures. Et c'est pas tout. Est-ce que vous avez déjà réalisé le nombre de trucs bien relous quotidiens que vous êtes obligé de faire parce que vous avez dormi? Exemple, s'habiller le matin, te brosser les dents, te coiffer, te raser. Est-ce que j'aurais pas oublié la putain de douche à sa mère? La lettre savon là qu'il faut passer partout sur le corps. Non mais sérieusement, où va-t-on? C'est quand que ça va s'arrêter? Non mais c'est quoi cette arnaque? Et je sais très bien, il y aura des petits chouinards parmi vous, si je le sais, qui vont me dire oui Alex, quand même, l'hygiène, la propreté, qu'on ait dormi ou pas, c'est bien de se prendre une douche, de brosser les dents. Ils parlent peut-être pas tous comme ça, mais ça change pas le fond de leur pensée. Et moi j'ai envie de leur répondre à ces petits bâtards. La propreté, l'hygiène, c'est tellement 2016. On est en 2026. Il serait peut-être temps de tourner la page, de vivre avec la modernité de notre époque. Les arguments d'un autre temps, non merci, hein. Pas à moi, ça certainement pas. Bref, Slipsucks, c'est la solution à tous vos problèmes et vous l'ignoriez avant que je vous en parle. C'est complètement dingue. Sachant que une seule canette, hein, attention, parce que là, moi, je parle pas des boissons énergisantes de merde. Tu te fais une petite canette. Oh, ça va te donner un petit coup de fouet. Dis donc, au lieu de dormir à minuit, j'ai tenu jusqu'à 3 heures. Sérieusement? Non, mais ça, je suis désolé. Ça ne change pas ta vie. Une canette de Slipsucks, tenez-vous bien, hein. Tenez-vous mieux. Une canette de Slipsucks te maintient éveillé une semaine. Une seule canette de Slipsucks. Sachant que c'est presque que des choses naturelles à l'intérieur. Quelques additifs, des petits trucs personnels. Hein. C'est un peu une recette un peu secrète avec des ingrédients personnels, hein, un peu comme Coca-Cola. Mais globalement, c'est très bon. Enfin, il n'y a pas d'étude, en tout cas, qui a été menée, démontrant que c'était dangereux pour la santé, nocif, tout ça. Il n'y a pas d'étude qui a été menée, d'ailleurs, hein, tout simplement du tout. Alors, soyons francs, il y a éventuellement peut-être au grand maximum la possibilité chez certaines personnes de très légers effets secondaires. Les effets secondaires, quels sont-ils? Des petits évanouissements, bon, quelques vertiges, des nausées, quelques crises de paranoïa qui se dissipent extrêmement vite, hein. Ça dure jamais plus de 3-4 heures. Bon voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je sais qu'il y en a d'autres, hein, des petits effets secondaires. Sincèrement, est-ce que c'est cher payé face au bénéfice de rester éveillé toute une semaine avec une seule canette, hein? Une seule canette, hein. Et je vous ai pas donné le prix. Et oui, parce que le prix va vous convaincre définitivement. 99,99€ seulement pour rester éveillé une semaine, mon pote. C'est presque du bénévolat. En tout cas, nous avons là une révolution liquide, envie de dire, et une gamme extraordinairement variée. Alors oui, à des saveurs inclusives qui sont donc totalement en adéquation avec la mode de l'époque. Par exemple, mangue réglisse, gingembre ananas, mojito caramel. C'est des cocktails audacieux. Ah oui. Cerise grillade. C'est un de mes préférés celui-là. Cerise grillade. Avec banane oignon. Ah, banane oignon, rien que le parfum te maintient éveillé en fait. Hein. Ah oui. Mais bon, c'est tout le reste du cocktail secret qui produit des effets miraculeux. Et Dieu
sais que je n'emploie pas ce mot-là à la légère, hein. Je tiens à vous le dire. Et alors, c'est pas fini. Grâce à ce partenariat exceptionnel, en allant sur le site de sleepsucks.com.fr/tagueule, eh bien, vous avez la possibilité, grâce au code que je vais vous donner, d'obtenir une réduction de 4%. Ne rêvez pas. Pas 40, pas 30, pas 20, pas 10, 4% de réduction sur tout achat de canettes Sleepsucks. Il vous suffira, pour l'obtenir, de taper le code Nick Saras la pute à sa mère du sommeil. J'espère vous avoir convaincu de franchir le pas. Ce n'est pas parce que c'est le partenaire de ma vidéo que j'en fais la propagande, la publicité. C'est juste que moi, j'ai goûté ça et on m'a confirmé que je pète le feu. Je n'ai pas dormi depuis 4 mois. Et 4 mois, ça fait combien de canettes? Voilà, pas beaucoup. Et donc financièrement également, c'est très intéressant. Je vous incite personnellement à vous rendre immédiatement sur le site de Sleepsucks et d'ouvrir la porte à une autre vie. Attends, pardonne-moi 2 secondes. C'est quand même pas un vrai sponsor, là? Non, c'était pas un vrai sponsor, non. Ah oui, d'accord. Non, je suis un peu peur. Bref, enfin, vu le sponsor, j'ai un petit doute, mais je me suis dit, il y a quand même pas une entreprise qui lui donne des sous. Quand même, arrêtez la blagounette avant qu'il est mort. Non, mais je suis rassuré, Bref, je vais poursuivre immédiatement avec les choses vues récemment. Alors, qu'ai-je vu récemment? Pas mal de choses finalement. Je vais faire assez vite parce qu'il y a beaucoup de trucs. Submersion sur Netflix. Alors, je vous fais le petit pitch. Comme d'habitude, alors que l'apocalypse menace la Terre, une lutte à la vie, à la mort, dans un appartement submergé par les eaux, devient rapidement le seul espoir de subsister pour l'humanité. La Terre commence à être engloutie. Quelques habitants tentent de survivre dans un immeuble qui s'enfonce dans l'inondation. Parmi eux, un agent de sécurité a pour mission de sauver Anna, une chercheuse en intelligence artificielle qui ne peut pas se séparer de son fils de 6 ans. Pour moi, c'est un film qui me l'a mise à l'envers et c'est ma faute, hein, je n'étais pas suffisamment renseigné. Je dois dire que j'ai énormément apprécié toute sa première partie, que j'ai trouvé particulièrement haletante avec l'angoisse de la mère, de la maman, pas de la mère qui monte, parce que par contre oui, ça c'est assez angoissant. Un sentiment d'urgence super efficace, et voilà, comme un compte à rebours, la précipitation. Bref, c'est le survival qui démarre tel que je les aime. Je dois dire que c'est ultra bien réalisé. Les effets sont excellents. Je me préparais à de la grosse régalade quand tout est coup, à mi-chemin à peu près. On a l'intrigue qui prend un gros virage et là on va subir une avalanche d'intrigues futuristico pseudo-complexes avec des concepts je trouve assez prétentieux et dénués d'intérêt pour ce qui me concerne. Et on se retrouve avec par-dessus tout ça la célèbre astuce de la boucle temporelle. Mais là voilà, trop d'un coup et puis en plus j'en voulais pas. Enfin ça voilà, c'est un peu comme au resto, tu demandes un plat et finalement on te donne l'entrée, c'était pas absolument parfait et puis très vite le serveur part en couille, tu te retrouves avec des trucs que t'as pas demandé et qui vont te rendre malade. Il y a aussi le fait qu'on nous explique tout 400 fois parce qu'on est vraiment trop débilos. Bref, et alors le final, sans rien vous spoiler bien évidemment, mais on a voilà comment dire, une résolution finale qui manque de subtilité, d'émotion. Alors pourtant on devrait tous être en larmes et choqués, mais alors moi ça me l'a pas fait du tout. J'ai trouvé que c'était narrativement finalement assez médiocre. Qui suis-je, mais voilà. Et donc au final on est captivé toute la première partie du film avant que on commence à nous bourrer le mou avec trucs de science-fiction, de je ne sais quoi. Oh là là, c'est dommage parce que vraiment on perçoit le survival ultra spectaculaire et implacable que ce film aurait pu être. Et là, ça aurait été une claque énorme. Bref, bon, grosse déception pour moi, hein, très franchement, même au niveau des enjeux, je suis rentré dans rien du tout. Mais je suis qu'une merde, puisque c'est un carton monumental, hein, vraiment dans tous les pays en plus, pour Netflix. Donc bon, ça fait toujours plaisir, hein, on va dire, hein, mais je vous le conseille pas par contre. Du coup, Submersion, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. J'ai également visionné Nuremberg qui dure 2h30, réalisé par James Vanderbilt, à qui on devait notamment le scénario du Zodiac de David Fincher, voilà, c'est un vrai chef-d'œuvre, hein, d'accord, mais il n'a pas fait que des bons scénars. Voilà. Et puis alors niveau réal, c'est pas mieux. Donc on va dire un type capable du meilleur clairement, mais également du moins bon. Avant de développer, on a un casting 5 étoiles assez spectaculaire.
spectaculaire, avec Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, John Slattery et Colin Hanks. Même si tous les noms vous disent pas quelque chose, voilà, vous les reconnaîtrez immédiatement. Je vous fais le pitch sans plus tarder, sachant que bien évidemment, il s'agit d'un film sur le procès de Nuremberg, donc événements qui ont eu lieu. Au cœur du procès historique intenté par les Alliés après la chute du régime nazi en 1945, le psychiatre américain Douglas Kelly est chargé d'évaluer la santé mentale de hauts dignitaires nazis afin de déterminer s'ils sont aptes à être jugés pour leurs crimes. Mais face à Hermann Göring, bras droit d'Adolf Hitler et manipulateur hors pair, Kelly se retrouve pris dans une relation psychologique complexe, aussi fascinante que terrifiante. Alors attendez, parce que voilà, je voulais en profiter pour parler de cet autre film sur le procès de Nuremberg que je trouve très très bon. Je me souviens plus si c'est un téléfilm ou un film, enfin en tout cas il est sorti en physique à une certaine époque avec notamment Alec Baldwin, mais il n'est pas seul. Voilà, si vous n'avez pas vu cette version, je vous la recommande totalement. C'est vraiment excellent de mon point de vue, enfin pas que du mien, mais voilà, c'est très bon. Et bien alors là, le film se fait un petit peu déboîter la tronche. J'ai remarqué, les critiques sont très difficiles, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai énormément apprécié. J'ai des petits trucs à redire, bien évidemment, d'autant que c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié à une époque. Donc voilà, il y a un moment, est-ce que t'es le meilleur en fait pour donner ton avis ? Pas forcément, parce que y a des éléments qui moi m'auraient plu de voir et qui peut-être n'intéresseront personne. En tout cas, déjà au niveau de la durée, 2h30, ça passe extrêmement vite. Il n'y a vraiment pas de ventre mou dans ce film. Énormément de blabla, je préviens quand même. C'est pas un film d'action, il va sans dire. Enfin, c'est même pas un film de guerre, c'est vraiment un film de procès. Mais bon, le procès, c'est qu'on envoie de très courts extraits à la conclusion du film. C'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est véritablement la relation le combat psychologique entre ce jeune américain et voilà un des plus hauts, alors vraiment dignitaires nazis, Göring, tout sauf un crétin bien évidemment, et qui va manipuler oui et non. Enfin, c'est vraiment très complexe, ce jeune psy. Alors, je dois dire que la performance de Russell Crowe est assez bluffante. J'ai oublié que je regardais Russell Crowe et ça fait quand même pas mal de films où je me dis que c'est pas ou c'est pas des bons choix, ou il a un peu perdu le feu sacré, mais là il est très motivé et il est très bon. Très très bon, c'est une belle surprise. Moi j'ai beaucoup apprécié Nuremberg, voilà. Honnêtement, quand je regarde les arguments, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a des moments où tu peux faire ta difficile, mais là c'est exagéré quoi. Franchement. Donc bon, moi j'ai apprécié. Il a vraiment, une fois de plus, il a ses défauts, c'est très classique. Il y a des moments où c'est un peu, scolaire. Ça n'enlève rien à ses immenses qualités. Et je pense en plus que c'est bien qu'un film sur ce sujet soit fait ou refait, on va dire, maintenant. Parce que y a plein de jeunes qui savent, qui dormaient durant les cours d'histoire. Tout simplement, clairement, surtout sur les réseaux. Ils sont nombreux à avoir dormi. Si ça peut leur donner quelques infos, je trouve qu'on n'est pas dans la caricature. Ça, j'ai bien aimé également. C'est toujours un peu peur sur ce type de sujet. On est quand même tenté d'exagérer les traits pour se rassurer soi-même. Il va sans dire que les hauts dignitaires nazis, c'était des personnes à la fois intelligentes et compliquées, complexes. Ce qui en faisait en grande partie le danger, quoi. Mais c'est pas juste des crétins méchants. Ce serait beaucoup trop simple. Et là, je trouve que le film est assez juste là-dessus. Donc ça, reco par contre, grosse reco même. Predator Badlands, aïe. Alors j'étais pas allé le voir au cinéma parce que la bande-annonce déjà, ça m'avait bien refroidi. Mais j'ai vu des retours qui étaient plutôt divisés. Donc bon, il y avait ceux qui criaient à la purge, quoi, et à la trahison aussi, mais je vais y revenir. Mais j'ai vu pas mal de personnes dire c'est excellent, j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est réalisé par Dan Trachtenberg, je n'écorcherai pas son nom avec un peu de chance, à qui on doit donc 10 Cloverfield Lane, que moi j'avais beaucoup aimé, à la suite de Cloverfield, et Prey, que moi j'avais beaucoup aimé aussi. Alors j'étais pas en adoration devant ce film, mais je trouvais qu'il était vraiment réussi, sincèrement. Donc, et puis alors vu les purges qu'on s'était pris sur la franchise Predator en salle, c'était vraiment une belle surprise près. Donc là, moi je me disais bon, et puis j'avais bien aimé même le truc en dessin animé là, il y a quelques mois, Killers, je sais plus quoi. Même si bon,
fabuleux. Voilà, globalement de moi, ce que j'ai vu des critiques plutôt très bonnes. Alors le pitch, il tient vraiment sur un timbre-poste. Alors de quoi ça parle? Eh bien, on a vraiment affaire à un film, d'apprentissage, tout ça, quoi. Voilà, un Predator méprisé par son père parce que, soi-disant, c'est un raté. Oui, c'est Predator raté. Oui, ce film est très audacieux, avec le lore Predator. Voilà, donc il se fait chier dessus par son père, son frère le sauve in extremis d'une raclée mortelle, hein, quasiment. Et du coup, il se retrouve dans un vaisseau parti pour accomplir sa mission d'apprentissage, en fait, hein, tout simplement. Il devait choisir en fait une créature mythique sur une planète éloignée pour aller la vaincre et ainsi revenir et prouver qu'il est digne de son clan, etc. Alors alors il va évidemment se passer plein de choses, il va faire des rencontres, voilà. Il va y avoir des combats initiatiques. On a affaire, comme vous l'avez déjà compris, à un film d'apprentissage total, hein, total, doublé d'un buddy movie. Alors, buddy movie Predator, mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ça a beaucoup applaudi hein, l'audace de s'éloigner des codes précédents, enfin des précédents films Predator, évidemment. Ça, je peux l'entendre, pour tenter un truc différent. Et je dois dire que oui, en effet, c'est différent. Le souci, c'est que pour moi, on dirait un film pour enfants, là, carrément. Ça, c'est un petit peu trop... c'est comme quand je te dis recule d'un mètre, et puis en haut, je te fais, non, mais là, je te vois plus, là. Bah là, de mon point de vue, c'est un peu ce qui s'est passé... limite à la fin du film, je me suis dit mais donc les peluches Predator Disneyland sont arrivées, sont en rayon, c'est bon pour les gamins. Voilà, mais pourquoi pas? Moi, il y a les films pour gamins, il y a plein de trucs que j'adore. Hein. C'est juste que prendre Predator pour en faire ça, je suis pas fan, je suis pas client, quoi. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Donc au niveau de la creature design, là, ça fait pas mal de mèmes sur le net. Oui, on a pris le Predator et on en a fait un truc qui fait pas peur, quoi, qui est pas menaçant du tout. Il a un regard benet complet. C'est entre le Predator et Pierre Richard, quoi. Alors j'avais noté 2-3 trucs, hein, niveau intrigue et tonalité. Ouais, alors même si c'est déjà vu 1 milliard de fois, hein, par contre, hein, ça on va pas se mentir, hein, y a pas un élément qui est original. Hein. Ça mis de côté. C'est pas nul non plus. Je suis obligé d'être franc, quoi. C'est bien écrit pour ce que c'est pas débilitant. J'ai trouvé, il y a quelques échanges, par exemple, notamment avec cette femme robot interprétée par Elle Fanning, pardon. Ça pourrait être sympa, enfin, si j'étais intéressé, quoi, par ce que je regarde. Niveau photo, tout ça, même la réal, il y a quand même pas mal de moments où c'est impossible de pas penser au Mandalorian. Côté à la fois minimaliste et très contemplatif dans les décors, les machins, les trucs comme ça. Et maintenant que j'ai parlé de ça, les effets. Alors, j'ai vu des retours de personnes qui se sont émerveillées sur le rendu. Alors là, je dois dire que un des éléments qui m'a fait souffrir durant tout le film, c'est les CGI. La créature, le Predator, quoi, c'est juste, pour moi, c'est juste pas possible. Mais alors vraiment. Et là, avant qu'on me dise, mais t'es ouf, c'est génial, etc. Moi, j'ai quand même pu passer des retours où les personnes disaient que c'était incroyablement réaliste. Qu'on y croyait de dingue. Alors, je vais vous mettre 2-3 images. Mais qui trouve ça réaliste? Qui y croit de dingue? Mais vraiment, pour moi, là, c'est du jeu vidéo sans âme qui brûle tes yeux. Je sais pas. La texture est à chier. C'est moche, quoi. Mais à aucun moment tu crois 2 secondes à ce que tu regardes. Je rappelle, puisque je commence à m'énerver, que le film a coûté plus de 100 millions de dollars. Voilà. 100 millions de dollars pour faire ça. Bref, alors c'est un bide. Hein. Alors moi j'ai vu des gens s'extasier en disant c'est le plus gros succès d'un film Predator et tout machin. Et le souci, c'est que ça suffit pas du tout. Ça suffit pas du tout. Donc c'est un énorme four. Hein. Là ils sont en PLS parce qu'en fait évidemment avec un budget de plus de 100 millions, je suis allé voir un peu sur les sites professionnels. C'est-à-dire du business, Predator Badlands doit impérativement approcher les 300 millions de recettes pour être rentabilisé. Donc là, c'est même pas pour qu'on serve le champagne et que ça rapporte de la thune, c'est juste pour que ce soit pas une cata. Et là, au moment où on se parle, donc presque 3 semaines après sa sortie, donc autant vous dire que c'est le truc est un peu terminé, quoi. Il arrive même pas à 200, même pas à 200 millions. Je crois qu'il est à 180 et quelques. Donc c'est pas bon, du tout. Et c'est pas bon du tout, de mon point de vue, le film n'est pas bon du tout non plus. Je vous le déconseille chaleureusement. Et voilà, je suis vraiment désolé, hein, je sais qu'il y a des gens qui ont passé un très bon moment, et comme toujours,
Je suis absolument ravi pour eux, mais tant pis pour moi. Ah oui, alors, autre film que j'ai vu récemment, et alors là par contre c'est une grosse recommandation, You Are the Universe, film ukrainien, coproduction, attendez parce que j'ai quand même noté, coproduction belge quand même, hein, voilà, ils ont mis un petit peu d'argent dans le projet, écrit et réalisé, alors là je vais le lire, parce que sinon je vais massacrer son nom, Pavel Ostrikov, qui donc voilà est l'auteur du scénario et le réalisateur. Et alors on a un seul acteur, en réalité on en a deux, mais c'est un seul acteur que l'on va voir pendant 99% du film. Et avant de faire les éloges de ce petit film ukrainien donc qui se déroule intégralement dans l'espace, je vous fais le pitch. Dans un futur proche, Andrei Melnik est un opérateur spatial ukrainien chargé de transporter des déchets nucléaires de la Terre vers un satellite de Jupiter. Un travail ingrat qui lui prend 4 ans de vie par voyage, 2 ans pour l'aller, 2 ans pour le retour. Il est accompagné d'un robot programmé pour l'assister et le divertir, mais durant sa dernière mission, il constate que la Terre a explosé et qu'il devient soudainement le dernier homme vivant dans l'univers. Après plusieurs mois de solitude et de dépression, il reçoit un message provenant d'une femme piégée dans une autre station spatiale. Elle aussi a survécu. Franchement, rien que le pitch, je le trouve génial. Le film, moi, il m'a énormément impressionné, d'abord parce que donc c'est le, alors j'ai appris, hein, c'est le premier film de science-fiction ukrainien ever. Le budget, non mais le budget c'est ouf. Alors quand tu vois que Predator Badlands a coûté plus de 100 millions de dollars et que tu vois à quel point c'est moche, ce film-là, You Are the Universe, est visuellement magnifique. Tu regardes ça et ça c'est pas cheap du tout quoi. Le budget total 800 000 dollars. Donc voilà, photo et réel irréprochable pour moi. Hein. Alors oui, irréprochable, il y en a toujours qui vont trouver un petit truc à redire. Non, moi je me suis régalé. Je me suis régalé des décors, je me suis régalé de la lumière, tout, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très beau, très immersif, on s'y croit complètement. Voilà, pour moi tout est crédible, bref. La performance de l'acteur principal, alors là, je suis obligé de faire ses éloges, parce qu'il, pour tout le film sur ses épaules, bien évidemment, il est remarquable, touchant, émouvant, il n'en fait jamais trop, c'est magnifique, vraiment, c'est magnifique, et c'est très bien écrit. Moi j'ai été tenu en haleine tout le long du film, je sais plus si j'ai noté l'horaire, enfin la durée, l'horaire. C'est à 20h30. 1h40. 1h40 comme ça, quoi. Vraiment. Oui, avec cet air intelligent. J'ai trouvé que c'était un magnifique film sur... finalement, voilà, l'intrigue est très simple. Hein. C'est la rencontre d'un homme et d'une femme dans les pires conditions imaginables. Il n'y a plus de planète Terre. Donc, l'un comme l'autre, à terme, ils vont crever. Ça, c'est sûr. Mais il y a des histoires d'échéance, etc., enfin, je veux rien révéler. Bref, très très belle surprise. Moi, je l'ai trouvé sur les sites Corsair, mais c'est clairement un film qui mérite une exposition plus importante. Hein. Voilà, You Are the Universe, très très chouette petite surprise de cette fin d'année. Là, on va se calmer immédiatement avec Hunting Season, le dernier Mel Gibson. Voilà, Mel Gibson, il commence vraiment à nous casser les couilles, hein, sincèrement. Un des plus grands réals de l'histoire du cinéma pour moi, hein, je rappelle. Hein. Le pitch de ce téléfilm, j'avais envie de dire. Lorsqu'une mystérieuse jeune femme est retrouvée sur les rives d'une rivière, la jeune fille qui la découvre et son père surprotecteur voient leur vie bouleversée par l'arrivée de cette étrangère et par surtout l'impitoyable baron de la drogue prêt à tout pour l'éliminer. Ah, les méchants, ils vont essayer de retrouver la nana qui a survécu en fait, hein, tout simplement une expédition punitive qui n'était pas censée la laisser vivante. Donc très jeune femme qui la trouve donc, hein, et qui la recueille chez elle, mais en réalité chez elle c'est chez son père. Et son père c'est Mel Gibson. Je peux pas dire qu'il joue mal, hein. Enfin il joue mal, il joue c'est fainéant. Voilà. Maintenant le scénar méritait pas beaucoup plus d'efforts, hein, on va pas se mentir. C'est pas irregardable. Voilà, quand même, je tiens à le dire, ça aurait pu l'être. Hein. Ça l'est pas, moi j'ai regardé jusqu'au bout. Maintenant ça n'a aucun intérêt. C'est quand même d'une banalité affligeante. Bon, l'écriture, tu regardes le scénar, et même les répliques et tout, c'est chaud quoi. Bref, un film pour rien, vraiment, pour rien de rien. Ah si, il y a une scène que j'ai trop kiffé. Voilà, micro spoil, mais bon, bref. Hein. Une scène de torture avec une tondeuse, mais pas une tondeuse pour les cheveux, hein. Une tondeuse pour ton jardin quoi. Cette scène-là, l'idée, en fait, je trouvais l'idée géniale. Ah oui si, il y a un autre truc qui m'a fait ultra rire. Ah putain, une vanne de son pote shérif quand il le retrouve dehors. Là je suis en train de tout vous spoiler le meilleur en fait, donc je vais m'arrêter là, je vais pas vous faire la vanne, mais il y a une vanne qui m'a fait éclater de rire. C'est excellent. Rien que pour ces deux petites séquences, ouais, je regrette pas de l'avoir vu, mais c'est une perte de temps. Quand même, moi je suis plus après si tu veux, mais bref. Et je vais conclure avec Within the Pines. Alors ça c'est vraiment un
tout petit film sur Prime Video, mais pas en France, me semble-t-il. Donc là, VPN mon ami, ou site Corsair. Ça dure vraiment pas longtemps. On pourrait croire que c'est une qualité, mais je vais vous expliquer pourquoi non. 1h10. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film d'1h10. Within the Pines. Alors, de quoi ça parle ce film? Je vous fais le pitch immédiatement. Lors d'une séance d'enregistrement de bruit d'ambiance dans une forêt isolée, l'ingénieur du son, Sam Evans, entend un cri terrifiant. Enfin, il croit entendre un cri terrifiant, il est presque sûr. Qui le conduit jusqu'à une cabane nichée au fond des bois. À la nuit tombée, il doit alors lutter pour sa survie, traqué par un inconnu. Ça, c'est le pitch officiel, hein. Je trouve qu'il spoil un peu. Moi, j'en savais moins quand je l'ai lancé. Eh bien, c'était pas bon. Alors, un excellent court-métrage caché dans ce film totalement foiré, qui a accompli quand même l'exploit d'être interminable en dépit de sa durée incroyablement courte. Et alors, vraiment, 1h10, le ressenti, c'est pas ça. C'est beaucoup plus. Oh là là, film ultra basique, prévisible, chiant. C'est dommage parce que l'acteur joue bien, vraiment, je connais pas du tout l'acteur, je vais même pas noter son nom parce que j'étais vénère, mais la réal c'est pas bon par contre, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit que c'était beau et tout, non j'ai pas trouvé, et surtout, mais quel moment tu fais un long métrage, 1h10, j'ai envie de dire moyen métrage, hein, mais bon bref, c'est vendu comme un long métrage. À quel moment tu te lances là-dedans quand tu n'as rien à raconter? Parce que sincèrement, sans exagérer, hein, la moitié du film, en réalité plus je suis sûr, bref, au moins la moitié du film, c'est des séquences qui ne servent à rien. C'est-à-dire, par exemple, bon là vous avez quand même compris que grosso modo on va suivre un mec avec sa perche et son micro. Oui, parce qu'en fait il est dans la forêt pour enregistrer des sons d'ambiance. Hein. Donc c'est un ingé son et il a des banques, enfin il crée des banques pour les vendre, enfin on imagine. Hein. Donc là c'est bruit de la forêt, fin de journée, machin, et là il entend cuit, les froissements de... magnifiquement fait. Tout d'un coup, au loin, il va percevoir quelque chose d'autre. Bon, pourquoi pas. Le souci, c'est que pendant 3/4 d'heure, le mec il est là. Avec son casque comme ça. C'est long. Ah, c'est long. Parce qu'il se passe rien, réellement. Hein. D'accord. Les petits bruits d'oiseaux. Au début, t'as un peu d'appréhension. Tu te dis, ok, ils font durer parce que comme ça, tu montes en pression, et puis tout d'un coup, il va y avoir le bruit suspect, tu vois. Ah, le bruit suspect, il arrive beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Aïe. Bref, donc épargnez-vous ça, hein, Within the Pines. Je pense que ça va arriver sur Prime Video France dans pas longtemps. Bref, voilà. Et j'en ai fini avec les choses vues récemment. Je voulais donner un tout petit mot quand même sur Pluribus, parce que je reçois régulièrement des messages sur Insta et X, et même Facebook d'ailleurs l'autre jour, sur Pluribus. Je l'ai terminé, hein. J'ai terminé la saison, c'est pas trop ma cam. Voilà, donc voilà. Je reste en retrait parce que moi je vois les copains qui s'extasient et qui trouvent ça extraordinaire, et c'est des avalanches d'arguments que je comprends, mais c'est juste, pour moi c'est trop contemplatif. Vraiment, j'ai regardé tous les épisodes. Il y a un truc qui me plaît beaucoup, mais il y a des trucs qui me déplaisent, et globalement, c'est juste pas pour moi. Donc je pense que je regarderai la saison 2, tu vois. J'ai regardé toute la saison 1 sans me forcer, mais régulièrement je me retiens de somnoler. Enfin, il y a des épisodes, de mon point de vue, il ne se passe absolument rien. C'est voulu, mais c'est pas ma cam, quoi. Donc voilà, juste pour vous dire en gros que voilà, sur Pluribus. Et ça, j'ai regardé la fin également de ça, les 3 derniers épisodes qui me manquaient. Je voulais du Pennywise, ça y est, j'en ai eu. Mais au final, ultra déçu. Donc bon, je vais même pas développer. C'est juste, voilà, je suis déçu. Sur moi, ça marche pas du tout. Et je suis pas d'accord. Je suis pas séduit par les choix narratifs. Hein, l'histoire du père de la meuf. Hein, ça me parle. Non, pour moi, pas du tout. Donc voilà, ouais, tant pis, qu'est-ce que je te dis? Je vais enchaîner. Ah oui, avant de passer aux questions reçues, je voudrais faire un immense remerciement à l'ami Stéphane Mialet, alors qui m'a fait un cadeau. Oh putain, là j'étais vraiment pas prêt. Si vous avez vu le JDV où je vous raconte mon anecdote à Londres, quand j'étais gamin, ce magnifique t-shirt de Michael Jackson pour la promotion de Bad que j'avais vu et que j'avais acheté et que j'avais perdu par la suite, qui était un Graal complètement inatteignable parce que on le voit jamais, hein, de toute façon, voilà. Et puis quand on le voit, c'est à des tarifs, bref. Je reçois un paquet, j'ouvre le paquet et là c'était l'émotion, la joie, les larmes un peu également.
Voilà, et vous verrez sans peine ce que je veux dire. J'expliquerai à quel point ça m'a touché, ça m'a même gêné. J'étais même carrément gêné, franchement. Voilà, il va sans dire que je ne porterai pas ce t-shirt, c'est hors de question. Je vais faire l'acquisition d'un cadre 3D, comme ils disent. Tu peux mettre un vêtement dedans. Même ma chérie était d'accord pour dire que voilà, ce serait inconsidéré de le foutre à la machine à laver ou de le porter pour le tâcher. Donc je pense qu'on va se le foutre au mur et je vous ferai, dès que ce sera fait, je vous ferai une petite photo. Et en tout cas, ouais, Stéphane, mais là, enfin bon, je t'ai remercié au privé, mais je renouvelle. En fait, en plus, entre fans, je sais que c'est pas un geste anodin. Enfin, ça, là, c'est pour ça que ça m'a vraiment gêné, parce que je me suis dit, c'est pas un mec qui me dirait, Michael, moi je suis pas fan, donc m'en fous en fait. Bref, et je voulais aussi remercier Fabien, qui m'a envoyé un visuel de ma pomme, en fait, une Funko Pop imaginaire de la fuite en vidéo édition 100e. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Et, voilà, et exploitation de l'intelligence artificielle, j'imagine. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. D'ailleurs, c'est drôle. Donc en fait, je crois que je vais plutôt répondre tout à l'heure par rapport à voilà tous les propos que j'ai tenus dernièrement à ce sujet. Donc je vais passer aux questions reçues. Que penses-tu de la ressortie en 2027 du film Star Wars dans sa version cinéma d'origine? Et que penses-tu des éditions spéciales en général? Est-ce que tu crois que ça massacre les films comme E.T. en 2002? Oh putain, E.T. en 2002. Oh purée. Ce traumatisme, bref. Alors, figure-toi que j'étais même pas au courant de la ressortie en salle, enfin d'une version restaurée du montage original de 77 de La Guerre des Étoiles, donc pour nous, qui est une nouvelle extraordinaire. Ça fait tellement plaisir. Ah oui, donc j'ai lu, en fait, ce sera juste pour une durée très limitée. Donc c'est pas une sortie normale en salle. Je pense que ce sera sur quelques jours, dans quelques salles. Voilà, faudra être un peu aux aguets. Ils ont précisé que ça fera partie des célébrations du 50e anniversaire de Star Wars. C'est fou. Et donc il va y avoir des événements étalés sur toute l'année prochaine, apparemment. Concernant E.T., la version revue et corrigée par Steven Spielberg en 2002, moi j'étais dégoûté, fou de rage, enfin un peu comme beaucoup de gens, hein. Ceci dit, j'ai pas compris. Enfin voilà, pour moi c'est une catastrophe, c'est un des pires exemples. Là, et le mec a pété une durite. Plutôt que de moi-même commenter davantage, j'ai recopié une citation sur laquelle je suis tombé et que j'ai trouvé super intéressante de Spielberg, où il parle de ça justement. C'était une erreur, dit-il, je n'aurais jamais dû faire ça. Aucun film ne devrait jamais faire l'objet de révisionnisme sur la base d'une vision contemporaine, que cela soit par choix ou par contrainte. Petit message envoyé aussi, autant n'emporte le vent, tout ça, enfin mais tellement de films. J'étais sensible au fait que les fédéraux approchent des enfants avec des armes à feu au poing. C'est pourquoi j'avais pensé à les changer et remplacé par des talkie-walkie. Les années ont passé et j'ai changé d'avis sur le sujet. Je n'aurais jamais dû toucher aux archives de mon propre travail et je ne conseille à personne de le faire. Tous les films sont des signaux de leur propre époque, de ce que nous étions lorsque nous les faisions et de ce que le monde était également. Alors là, on sent... Enfin, là, vers la fin de son truc, je commence à plus être d'accord parce que je sens qu'il regrette quand même, mais il s'interdit d'y retoucher. Mec, pourquoi tu regrettes? T'es fou? Enfin, je comprends pas. Bref. Donc pour moi, ce qui faisait la force d'E.T., c'était son sérieux. Et est-ce que c'est sérieux? Parce que le film, par contre, il se passe dans les années 80. Est-ce que c'est sérieux que dans les années 80, les mecs, leur arme suprême, c'était des talkie-walkie? Et il y avait aussi les séquences de CGI qui avaient été ajoutées, hein, quand même. Hein. Là, il n'en parle pas. Mais c'était quand même incroyablement dissonant quand tu regardais le film. Une catastrophe. Donc de la merde, hein, quand même. Sur E.T., un de mes films préférés au monde. Ever. Quels sont tes 4 derniers grands films de science-fiction de ces 2 dernières décennies? Ah ouais. Alors, j'ai pas vraiment respecté ta question, mais je vais m'expliquer. Vous énervez pas. En fait, j'avais pas trop d'idées, mais je savais qu'il y en a plein, tu vois. Donc, je suis allé regarder sur chaque année durant les 2 dernières décennies, puisque c'est la période que tu me donnes, et j'en ai trouvé beaucoup, en fait, finalement. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de les citer tous, parce que y en a peut-être qui n'ont pas été vus par certains, ou j'en sais rien, ou oubliés, peu importe. Alors, j'ai rien trouvé quasiment jusqu'en 2007. Ceci dit, je commençais en 2005, puisque tu m'as dit les 2 dernières décennies, donc je me fais 2005-2025. Mais je vais faire assez vite quand même. En 2007, j'ai The Mist, que j'adore, je trouve absolument excellent. 2008, Cloverfield, le premier, évidemment. 2009, District 9 et Moon également.
2010, Monsters. J'aime beaucoup ce film. Je sais que dernièrement, il s'est fait un peu... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une petite mode qui tente à lui chier dessus, mais... Putain, qu'est-ce que j'ai kiffé ce film, moi. 2012, alors 2012, deux films que j'aime énormément. Chronicle, d'abord. Si vous n'avez pas vu ce film, mais j'ai envie de rien raconter, mais bon, en gros, c'est un film sur les super pouvoirs, mais comme vous avez jamais vu abordé, quoi. Et pour moi, c'est... Enfin... Je pensais à Incassable, c'est souvent celui qu'on cite pour ce genre de thématiques voilà, différentes, etc. Mais là, Chronicle, c'est dingue. C'est dingue de dingue. J'adore ce film. Looper également, avec Bruce Willis. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez de ce film. C'est trop bien, Looper. 2013, Gravity, bien sûr. Oblivion également avec Tom Cruise, et j'ai ajouté un film qui est plutôt mal aimé mais que moi j'apprécie énormément, et que j'ai d'ailleurs en DVD, que j'apprécie énormément, qui s'appelle Dark Skies, comment dire, un film d'extraterrestre mais vraiment particulier, j'ai beaucoup aimé. 2014, Edge of Tomorrow, bien évidemment, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. 2015, Seul sur Mars, même si on est très loin, j'adore ce film, mais je trouve qu'on est quand même bien loin de la qualité extraordinaire du roman. Non, c'est l'adaptation, mais c'est quand même très bon. 2016, Premier Contact. Pareil, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, moi j'adore ce film. 2017, Life. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous le recommande, mais tellement. C'est ultra mésestimé comme film. Oui, il y a des similitudes avec Alien, mais alors bon, d'abord c'est le cas de beaucoup de films de science-fiction post-Alien. Mais il y a énormément de qualité, je trouve passionnant. Et alors le final, mais rien que pour le final, vous devez voir Life. Et le dernier, je crois que mon dernier gros coup de cœur, alors à part You Are the Universe dont je viens de parler, mais qui aurait pu rentrer là-dedans, hein. Mais bon, il est sorti là. Sputnik, c'est le dernier film vraiment de science-fiction que j'ai surkiffé. J'en avais fait les éloges à sa sortie, parce que j'avais déjà ma chaîne YouTube, 2020, voilà, Sputnik. Sputnik, vous le trouvez assez facilement, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui l'ont pas vu. J'ai envie de vous le pitcher, mais le mieux c'est vraiment de le regarder sans rien savoir. Tu n'es carrément pas allé voir Avatar 3. T'as quelque chose à dire ? Non, vas-y. Bref, Avatar 3, non, c'est vrai que j'y suis pas encore allé, et je sais pas si je vais y aller. Parce que vraiment, ça me fait pas du tout envie. Voilà, moi je fais quand même un contenu sincère, hein, c'est un peu le concept de la fuite en vidéo. J'ai pas envie d'y aller. Est-ce que vous avez envie de regarder une critique que je pourrais faire en revenant d'une séance ciné où je suis allé parce que j'avais une chaîne YouTube alors que je voulais pas voir le film? Je serais déçu, quoi. Je me dirais, bah non, ton avis du coup il est biaisé puisque t'avais même pas envie d'y aller. Donc je vais attendre, hein, je le rappelle très rapidement, hein, j'ai adoré le premier. J'avais vu au cinéma à sa sortie, bien évidemment, à Londres d'ailleurs. Et le 2 m'a beaucoup déçu, moins qu'on puisse dire. Voilà. Et le 3, je pense que ça va être pire. De ce que même les retours que je vois, même les bons retours, c'est-à-dire que quand j'écoute les retours enthousiastes, je me rends compte à quel point tout ce qui a fonctionné sur cette personne enthousiaste va pas marcher sur moi, quoi. Donc voilà. Moi je voudrais que Cameron y refasse des films autres que Avatar, évidemment. Et le temps passe, hein. Donc il est plus tout jeune, hein. C'est les boules. Enfin, pour ceux qui adorent James Cameron et n'aiment pas du tout la franchise Avatar, qui sont pas intéressés, c'est même pas que je dis pas que c'est nul, je dis que ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas. Pour nous, c'est compliqué. Alors, d'un côté, je suis assez d'accord avec toi au sujet des effets inquiétants de l'intelligence artificielle dans la création artistique d'œuvres, mais d'un autre côté, pour des choses beaucoup plus légères, je trouve ça absolument génial, comme toutes ces petites images fun qui circulent sur les réseaux, et aussi les vignettes en IA, qu'on voit de plus en plus sur YouTube. Pas chiche de nous faire une vignette de ton centième JDV, je pense, en illustration IA, ou mieux encore, ton propre avatar. Alors, comme j'aime pas qu'on me lance des défis, mais que je suis quand même un peu une couille molle, j'ai refait ma vignette du JDV. Alors j'ai gardé le concept, parce que le concept, je suis très content de ce petit concept. Donc voilà, moi dans un coin, façon late show américain, là, avec le mug à la main, etc. Là j'ai fait quelque chose de mieux, et j'ai demandé à ChatGPT, je crois que j'ai tenté Grok aussi, mais Grok, il était pas de bonne humeur, je sais pas, il a pas envie, c'était nul. Donc je crois que j'ai demandé à ChatGPT juste pour la tonalité et la texture, enfin me faire un effet. Alors les pros IA vont me dire, bah non, tu joues pas le jeu, c'est pas une création par IA, du coup t'as tout fait, t'as juste demandé, t'as fait un filtre, quoi, voilà. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que non, le truc en réalité, c'est de foutre une photo de toi qui a rien à voir et de dire
fais-moi cette personne habillée comme ça, dans cette position, avec tel truc, au-dessus d'elle, il y a un logo de telle couleur, dans ce style, machin. J'ai rien fait de tout ça, c'est vrai. J'ai changé le logo, par contre, journal de vlog, mais c'est moi qui l'ai créé, quoi. Donc j'ai tout fait sur Photoshop à l'ancienne, comme un vieux connard. Et pareil pour tout. Mais voilà, j'ai fait une petite couche, un petit glaçage en IA. D'ailleurs, je trouve que ça se voit. Je trouve que quand on regarde l'image, il y a un petit côté... pas trop propre, mais il y a un petit côté, on sent que l'IA est passée par là, elle a juste fait « Hey !» comme ça. Bon, c'est pas une création, mais voilà. Après, alors, pour le reste, je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, comme de toute façon, j'ai dit dans mes propos sur l'intelligence artificielle, le combat, il est perdu d'avance. Donc, moi, je suis pas là en mode il faut se battre !» Arlette Laguillet, pour les plus vieux d'entre vous. Vous aurez la ref, mais il n'y a pas de combat mené, le combat est perdu. Donc voilà, il faut faire avec, puis c'est tout. Il y a des trucs où ce sera très fun. Et oui, moi-même, je me marre souvent, je vois des montages, du coup, c'est pas des montages, mais des images en IA qui sont clairement humoristiques et ne cherchent pas du tout à te tromper, par exemple. Et oui, c'est très drôle. Il y a souvent des trucs très drôles sur Instagram, sur X aussi. Ça me fait rire. Et oui, je suis d'accord, je vois pas mal de youtubeurs qui commencent à faire toutes leurs vignettes en IA. Alors j'avoue qu'il y en a où je trouve que c'est vraiment très moche. Voilà, c'est juste moi j'aime pas. Parce qu'en fait, quand l'IA elle te fait des illustrations, c'est souvent des youtubeurs qui demandent à l'IA de faire des illustrations. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas dans l'axe qui est fait. Et le rendu, je trouve pas que c'est beau. Mais bref. Et des fois c'est pas très ressemblant non plus. Je sais plus qui est. L'autre jour j'ai vu une vignette où il y avait supposément Stallone, Schwarzenegger et je sais plus qui. Et on la reconnaissait à peine. Tu la reconnaissais parce qu'ils étaient avec leur tenue de Terminator et Rambo, mais les visages, c'était pas ça du tout, quoi. Donc, mais bon, c'est pas grave. Enfin, là par contre, oui, je suis pas contre. Enfin, les gens qui maîtrisent pas du tout Photoshop, qui sont sur YouTube et qui veulent pas apprendre ou qui n'ont pas de savoir-faire, ils ont bien raison. Quel est le méchant qui t'a le plus terrifié, impressionné dans le 7e art? Putain, c'est une super question. Personnellement, il s'agit du T-1000, du chef-d'œuvre de James Cameron, Terminator 2, que j'ai eu la chance de voir au cinéma en 91. Ah ouais, Terminator 2, mais quelle folie c'était. Je me souviens tellement bien de sa sortie, je sais pas pourquoi, mais je me souviens que je suis allé le voir sur les Champs-Élysées, moi, Terminator 2, parce qu'après, j'étais allé au Virgin Megastore, au Virgin Megastore, et j'avais cherché le single de You Could Be Mine, de Guns N' Roses, et sur la pochette, je me souviens qu'il y avait Schwarzenegger. Quel phénomène, quel événement, et quel film de ouf! Surtout, une des meilleures suites. Enfin, Terminator 2, c'est vraiment un bon exemple d'une suite totalement réussie. On a d'autres franchises où la suite est très bonne. Retour à le futur, Gremlin, enfin, il y en a d'autres, hein, mais bref. Alors, j'adorais le T-1000. Alors, par contre, contrairement à toi, mais je sais pas quel âge tu avais. Moi, j'étais peut-être trop vieux, 91. Oui, j'avais presque 20 ans, 19 ans, un truc comme ça. Du coup, non, mais il m'a pas du tout terrifié, mais c'est une question d'âge, je pense. Ni impressionné, il m'a impressionné, mais dans le sens super fun. C'est-à-dire que je disais, ouais, il est trop cool. Enfin, voilà, je peux pas dire que j'étais en mode malaise et tout, quoi. Alors, par contre, le méchant qui m'a le plus terrifié, j'en ai trouvé 3 dans le 7e art. Et alors, terrifié et impressionné, parce que ça va de pair, hein, évidemment. Je crois que un de ceux qui m'a le plus impressionné et terrifié, c'est Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur. Film que j'ai vu beaucoup trop jeune, je le précise, parce que c'était passé un soir sur France 3, enfin FR3, pardon, ou FR3 ou Antenne 2, je ne sais pas. En tout cas, c'était à la télé que j'ai découvert La Nuit du Chasseur, et j'ai été, comment dire, je me suis mis à la place des enfants, parce que j'étais en âge, je pense, j'étais beaucoup plus proche de l'âge des enfants, évidemment, que de celui des adultes du film. Et en plus, il s'est passé un truc, c'est que je l'avais regardé parce que je voulais pas dormir, pour retarder l'heure d'aller se coucher, comme quand t'es petit, quoi. Mais je me suis dit, ça a l'air chiant, c'est un film gnangnan, noir et blanc, comme pour les vieux... c'est ringard. Je me demande si j'avais pas 8-9 ans, tu vois. Quand je me réentends penser ça, quoi. Bref. Et La Nuit du Chasseur, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, là, comment dire, au vice de ce film, à sa méchanceté et, wow. Et Robert Mitchum, enfin, il y a 2-3 scènes, mais que je voudrais pas spoiler, parce que bizarrement, il y a des gens qui n'ont toujours pas vu ce chef-d'œuvre incroyable, La Nuit du Chasseur. Et il y a 2-3 scènes où je regardais ça, et j'étais, mais mal. Comme ça, très mal. Il m'a mis très mal à l'aise, Mitchum, là-dedans. Donc, ça, c'est un exemple qui m'est venu très vite quand j'ai eu ta question. J'ai 2 autres exemples. Nicholson dans Shining,
Voilà un méchant qui m'a terrifié et impressionné. Oh putain, bref. Et il y a un troisième exemple qui m'est venu dans la foulée, quoi. Kathy Bates dans Misery. Pareil. Là, Misery, quand je l'ai vu, alors que j'avais lu le bouquin pourtant, hein, j'avais lu le bouquin que j'avais adoré, et quand je suis allé au cinéma voir le film, du coup, je savais ce qui allait se passer, si tu veux, quoi. Tu n'es pas à la merci de la narration, c'est ça que je veux dire, puisque tu sais très bien comment ça va se développer et comment ça va se finir. Le problème, c'est que c'est tellement bien joué, tellement bien réalisé, etc., que t'as pas envie de le voir. Enfin, c'est-à-dire que moi, déjà, je l'avais lu, ça m'avait bien mis mal, mais là, j'avais les yeux comme ça, je me disais, non mais... c'est pas possible, elle joue trop bien, les deux. Hein. Donc voilà, en fait, les trois méchants qui m'ont le plus terrifié et impressionné dans le 7e art, sans l'ombre d'un doute. Et je réalise d'ailleurs qu'ils ont un point commun, c'est que les trois sont fous. Donc c'est marrant. Donc en fait, la folie au cinéma me fait peur. C'est ça qui me fait le plus peur, visiblement. Le pitch de It Ends me fait beaucoup penser à celui de Dead End, un petit film du début des années 2000 avec Ray Wise que j'avais adoré. En tout cas, les similitudes avec le pitch, le titre et même l'affiche me font presque penser à un remake. Tu m'as tellement choqué parce que j'avais oublié ce film. Dead End, mais j'ai vu ce film donc de Jean-Baptiste Andréa. Là j'ai noté le nom du coup du réal qui est français en plus. C'est un film je crois franco-américain, un truc comme ça. Je pas dire de conneries mais bon. Et oui, énorme similitude en effet. Et je suis très étonné parce que du coup je suis retourné voir un peu tous les papiers que j'avais lus sur It Ends et personne ne mentionne ce film Dead End. Et merde, c'est choquant. Alors, mais en tout cas, donc merci à toi de l'avoir rappelé. Ça me permet en plus de vous inciter à voir également. Alors Dead End, qui est quand même différent, parce que donc, alors pour te rassurer tout de même, non c'est pas un remake, ça c'est sûr. Alors il y a d'énormes similitudes sur la base, mais il y a d'énormes différences, heureusement. Mais les similitudes sont telles que je me demande quand même si le réal de It Ends il a pas vu Dead End. Ça me semble très probable. Et l'idéal c'est de voir les deux. Parce que vraiment deux très très bons films, mais c'est pas des duplicata, tu vois, je peux pas dire ça non plus. Enfin, si ça peut te rassurer un petit peu, te donner quand même envie de voir It Ends, c'est pas non plus, c'est pas scandaleux quoi. Mais le pitch, il est très 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 similaire. Après, enfin le début en tout cas, ça m'a quand même laissé perplexe. Donc en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes plusieurs à m'avoir fait ce petit mot sur Dead End. Ne penses-tu pas que dans Stranger Things, il y a des choses étranges? Je ne le pense plus parce que je ne regarde plus, hein, comme je vous ai dit. Hein, moi, j'ai lâché l'affaire il y a longtemps. Hein, et quand je vois les retours, j'ai vu un mème tellement drôle, un mème américain sur la nouvelle saison de Stranger Things où il comparait, mais bon, c'est pas très politiquement correct. Hein. Enfin, il montrait la saison 1 et t'avais donc les gamins gentils et les démons, enfin les monstres méchants, etc. Et les gamins, ils étaient là. Notre arme, Donjons et Dragons. Et montrer la saison 5, il disait notre arme, LGQBT+, machin, c'était drôle. Mais je ne sais pas parce que j'ai pas vu, donc voilà, et j'ai pas du tout envie de voir. J'aimerais avoir ton retour sur ce titre de Kate Bush, Aerial. Eh bien, figure-toi que je suis allé l'écouter, je l'avais raté à sa sortie en 2005, puisque, je l'ai dit et redit, je suis pas fan de Kate Bush, je n'ai jamais eu d'album de Kate Bush, ça fait partie de ces chanteuses dont je respecte et conscience de l'immense talent, vraiment, hein, Kate Bush, vraiment. Mais où j'ai jamais été suffisamment fan d'aucune chanson pour l'acheter, par exemple, quand c'était l'époque des 45 tours et des trucs comme ça, tu vois, ou même par la suite. Bref, là, je me suis dit, bah tiens, ça fait 1 milliard d'années que j'ai pas écouté Kate Bush, même si je vois passer de temps en temps, enfin, je savais qu'elle continuait de faire de la musique, et je suis allé écouter, alors, j'ai vu que c'est le titre de l'album, mais également d'une des chansons de l'album, et j'ai eu une très très belle surprise, j'ai trouvé que c'était extrêmement inspiré, pas mal musclé. Je m'attendais pas à un titre up-tempo comme ça m'a un peu bluffé. La chanson est géniale, vraiment. Ça m'a donné envie d'écouter l'album du coup, tu vois. Oh putain, et j'avais une deuxième question sur Kate Bush. Je ne sais pas si tu as déjà répondu à la question, mais j'aimerais savoir ce que tu penses de Kate Bush. Voilà, du coup je viens de répondre. En ce moment, je lis la biographie de Frédéric Delage, Kate Bush, Le temps du rêve, et je me régale. Comptes-tu regarder le film sur Bruce Springsteen? J'ai un peu hésité, mais je pense que je vais me l'épargner parce que d'abord les retours sont pas très bons. Disons que c'est les fans hardcore de Bruce Springsteen, ils sont aux anges évidemment, mais les critiques pro, il a pas des moyennes génialissimes, mais il y a quand même pas mal de papiers que j'ai vu passer où ils disaient que c'est quand même très prétentieux, enfin voilà, et puis que c'est pas très subtil, enfin que c'est vraiment c'est full éloge du bonhomme, que si on n'est pas ultra fan, c'est pas très intéressant. Et moi c'est ça en fait qui me rebute un peu, c'est que autant je serais ultra partant pour voir un biopic
sur Bruce Springsteen. Par exemple, adapté de son autobiographie, qui paraît-il est remarquable et que je n'ai jamais lu. Mais là, c'est pas ça du tout. C'est l'adaptation d'un bouquin qui paraît-il excellent, et je veux bien le croire, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Qui se focalise sur la création, enfin la conception de l'album Nebraska. Voilà, c'est uniquement ça. Le livre et du coup le film. Alors là, non, là, moi ça m'intéresse pas du tout. Et alors j'ai revu la bande-annonce, mais genre il y a 2 jours, tu vois, pour me dire, bon, est-ce que vraiment... Et rien que la bande-annonce, je m'endors. Donc, mais ça veut pas du tout dire que c'est pas bien, évidemment. Si tu aimes Sheridan, je te conseille Comancheria avec Jeff Bridges. Écoute, c'est absolument marrant parce que je savais que j'avais vu ce film. Hell or High Water, ça s'appelle en américain. Mais j'en avais plus vraiment de souvenirs. Donc quand j'ai vu ta question, je me le suis repris et on se l'est refait avec ma chérie. Et par contre, ce que j'avais complètement zappé, c'est que le scénario est de Taylor Sheridan, ce qui explique beaucoup de choses. Et d'ailleurs, une fois que tu sais que le scénar est de Sheridan, c'est drôle parce que tu regardes le film et tu vois tous les éléments où c'est du... Voilà, oui, c'est du Sheridan un peu brut. Enfin, tu sens qu'il s'est amélioré encore depuis l'écriture, mais c'est quand même très très bon. C'est très très bon. Notamment la fin, j'ai adoré la fin, mais même tout. Enfin non, mais tout le film est génial. Donc je vous le recommande totalement hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Comancheria, j'ai avec Jeff Bridges, mais alors lui, la scène, le dialogue final, mais ce serait spoilé que de vous en parler davantage. Bref, mais Jeff Bridges au top du top. Qu'est-ce que j'adore cet acteur. C'est quoi ton petit truc qui fait des bruitages et que tu utilises souvent, si tu peux nous le montrer? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, c'est une petite... voilà, c'est une petite connerie comme ça. Et ça fait donc 4 bruits très intelligents. Celui-ci. Que vous entendez pas souvent parce que je dis pas souvent des trucs géniaux. Celui-ci. Voilà. Celui-ci. Il est vraiment très très bien celui-là. Et celui que j'utilise presque tout le temps malheureusement contre moi-même. Donc voilà un truc que j'adore. Je le dis très franchement. Il y a un problème? J'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Excuse-moi d'exister. Bref, bientôt le 101e journal de vlog. Qu'est-ce que cela te fait-il de passer du 100 au 101e? Bah rien en fait, hein, rien me faire du tout. Le 100e ça me fait un petit quelque chose quand même, c'est hallucinant quand même. J'ai jamais rien entrepris, un truc qui se renouvelle ou se décline plutôt. 100 fois? Nope. Connais-tu le film Bienvenue Mr. Chance avec Peter Sellers, son meilleur pour moi avec The Party? The Party, qu'est-ce que c'est bien? Alors, d'ailleurs, Bienvenue Mr. Chance, je sais plus avec qui j'en ai parlé. Ah oui, avec David Filmtalker. David Filmtalker a fait une remarquable vidéo, suicide, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment pas le genre de vidéo qui fait des vues, sur ce film, Bienvenue Mr. Chance. Et je lui disais que moi j'ai découvert très tard, alors que pourtant... je comprends pas, j'ai même pas souvenir de la jaquette, si tu veux, dans les vidéoclubs où j'allais dans les années 80, etc., etc. Je n'ai jamais entendu parler de ce film. Je l'ai découvert par Nicolas Sirkis d'Indochine, donc, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mon parcours musical, vous ne serez pas surpris. Et un jour, je sais plus, chez Nicolas, on discute et on parle des films qui nous ont marqués, je sais plus pourquoi, il me parle de ce film, Bienvenue Mr. Chance, et il me dit que c'est un de ses films préférés, tout simplement. Donc je me dis, waouh, ok. Et moi, je vois même pas ce que c'est. Alors, Peter Sellers, je connais cet acteur, j'aime beaucoup. Panthère Rose, tout ça, mais Panthère Rose, des barres de rire, hein, vraiment en avoir mal au ventre. Hein. Et donc, bref, je me souviens qu'en 98, donc, il y avait, il me semble, encore des vidéoclubs, et je suis allé me louer le DVD ou un truc comme ça, et j'ai pris une énorme, ça m'a bouleversé. Enfin, de toute façon, ce film, c'est où tu t'endors dans la, vraiment, hein, dans la première demi-heure, où il te hante après que tu l'aies vu longtemps, effectivement. Quand je l'ai terminé, j'ai dit à Nicolas, je comprends pourquoi tu aimes ce film. Nous savons ton amour pour l'œuvre de Michael Jackson, mais quelle est ta chanson préférée de son frère Jermaine? Chanson préférée de Jermaine Jackson, sans l'ombre d'une esquisse de doute, c'est Tell Me I'm Not Dreaming. Sa chanson sublime. Et les mauvaises langues vont me dire, comme par hasard, celle où il est en duo avec Michael. Et oui,
En effet, c'est pas faux. Sublime duo d'ailleurs, alors vraiment. Donc moi c'est vraiment ma préférée de toute sa disco. C'est d'ailleurs une chanson qui est dans l'album Dynamite, qui est le seul album que j'aime de Jermaine Jackson. C'est le seul album de Jermaine Jackson que je possède et que j'ai écouté. Vraiment, c'est un album que j'aime beaucoup. Mais pour moi, la tuerie, c'est Tell Me I'm Not Dreaming, qui n'est jamais sorti en single d'ailleurs, ce qui est un scandale monumental. Mais c'est pas leur faute en fait, hein, évidemment. Jermaine voulait sortir, il est pas fou, ce duo avec son frère Megastar en single, mais ça n'a pas pu être fait tout simplement pour des conflits en fait juridiques entre Arista et Epic. Voilà, leurs maisons de disques respectives. C'est bien dommage. Alors par contre, il y a une version à couper le souffle de Tell Me I'm Not Dreaming live que vous pouvez trouver sur YouTube lors de la tournée Victory, enfin du Victory Tour à Toronto. Moi ça me donne le frisson, carrément. Surtout que c'est un des exemples où on voit vraiment la différence de level. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup la voix de Jermaine Jackson, beaucoup plus chaude, grave, etc. Mais c'est une très 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 belle voix, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il était le leader des Jackson 5 avant Michael. Mais dans cette chanson-là, surtout dans cette version live, il donne tout, il y a le premier couplet, c'est génial, mais le moment où Michael prend le micro et commence quoi. Faut vraiment être de très 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 mauvaise foi pour dire que tu vois pas le fossé quoi, entre très bon et une espèce d'extraterrestre, un génie, c'est dingue, assez impressionnant. En tout cas, moi j'aime beaucoup Dynamite. Il y avait cette chanson aussi, Escape from the Planet of the Ant-Man, un truc comme ça que je trouve génial. Donc c'est pas la seule, je veux dire que c'est pas la seule chanson que je trouve cool. Et Dynamite est génial aussi, vraiment génial. Alors il y a pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a pas le duo avec Pia Zadora que j'adore. When the Rain Begins to Fall. J'adore ces chansons, j'assume complètement. Elle n'était pas présente sur l'album. Par contre, par la suite, c'est devenu un tel tube, et comme c'était sorti à peu près à la même période, dans les éditions, les rééditions, on va dire, de l'album Dynamite, il me semble, mais je suis certain, qu'ils ont rajouté When the Rain Begins to Fall. Et ce que j'aime beaucoup sur cet album, c'est comment dire, c'est New Wave Synth Pop. Mais complètement, c'est génial. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'album qui a le plus fonctionné de toute la carrière de Jermaine Jackson, puisque je me souviens qu'à un moment il avait passé le 1 million d'exemplaires vendus. Donc pour Jermaine c'est énorme. Il y a plus d'1 million d'albums. Ah oui, parce que j'avais regroupé, donc, comme j'ai fait pour Kate Bush tout à l'heure, j'ai regroupé 2-3 questions sur Michael. Au sujet de Michael Jackson, j'imagine que tu as écouté l'inédit des sessions de Bad qui a récemment fuité sur Internet, Turning Me Off, et j'aimerais beaucoup ton avis sur cette chanson assez surprenante. Oui, je sais même pas combien de fois je l'ai écoutée. Franchement, je sais pas, 100 fois, ouais, sans doute. J'adore. Je me suis retrouvé prise au piège. Alors là, un peu comme dans une boucle temporelle, tu vois. Je répétais le truc. Alors tu sens que c'est... Enfin, tu sens. Moi j'ai l'impression que c'est un peu inachevé, quoi. Il manque des petits trucs et tout. Je pense pas qu'il l'aurait sorti tel quel, c'est ça que je veux dire. Néanmoins, on a toute la ligne mélodique, toutes les voix, il y a les textes. Enfin, la chanson, on peut la sortir, en fait. C'est là aussi où tu penses un peu à l'Estate. Ces fils de chiens là, c'est compliqué de pas leur vomir dessus avec toute la haine du monde. En tout cas, j'en avais jamais entendu de démo de cette chanson, j'avais entendu parler, j'avais vu passer dans une liste, je crois, et je crois que Turning Me Off, elle avait été citée, dans une vidéo d'interrogatoire où il citait plein de titres sur lesquels il a travaillé. Bref, je peux dire de la merde, hein, peut-être. Mais ça me disait quelque chose. Ce que j'adore, c'est que elle a un côté très minimaliste électro. Enfin, et dans les arrangements, ça me fait un peu penser à State of Shock, même la façon de chanter d'ailleurs, un peu agressive et tout. Donc écrite et enregistrée effectivement en 86 pour Bad, mais parce que Bad à l'origine il voulait en faire un double ou triple album, figurez-vous, et c'est Quincy Jones qui a dit niet, on fait pas ça. Et du coup elle est passée aux oubliettes avec plein d'autres, hein. Sauf que celle-ci vraiment, c'est vrai que quand on écoute, elle est tout à fait sortable. Enfin bon, le son pourrait être un peu, on pourrait lui donner un peu plus de pêche, mais la chanson est finie, c'est ça que je veux dire. Moi j'adore, ça a été un choc, hein. Je veux dire que je suis même allé voir ma chérie, j'ai dit, il y a une nouvelle idée, une nouvelle Michael Jackson, mais j'étais pas bien. J'étais très bien et pas bien en même temps. Bref. Ah oui, oh putain, j'ai eu une question pas drôle. Et les photos de Michael Jackson avec Epstein, preuve qu'il est allé sur son île, ça compte toujours pas pour toi? J'ai eu cette question et ça m'a fait tellement
peine. Enfin, ça m'a fait de la peine, mais juste comme ça. Hein. Enfin, ni pour moi, ni pour la personne qui me pose la question. Mais je me suis dit, c'est déprimant parce qu'en fait, plus ça va aller, et là je vais rejoindre l'histoire de l'IA, hein, plus ça va aller, et en fait, moins les gens y réfléchissent, disent, enfin, il y a plus du tout de prudence, ouais, voilà, méfiance par rapport, comment dire, aux articles, aux rumeurs ou aux infos qui jaillissent comme ça. Et moi, ça me rappelle une époque où on se disait, si c'est pas dans Le Monde ou dans Libération, c'est quand même que potentiellement, c'est pas forcément vrai, quoi, ou c'est pas sérieux, quoi. Mais de nos jours. Je l'ai vu sur TikTok, c'est une preuve. C'est chaud. Ce qui est vrai, c'est que, et là c'est beaucoup plus grave, il y a des réseaux comme, enfin des réseaux, des médias, comme LCI je crois, qui ont repris, sans du tout faire... Parce qu'en fait, le problème c'est que c'est comme les fautes d'orthographe sur les bandeaux de BFM là. Ils sont allés à l'ER, tu vois. Enfin, tu as des gens qui travaillent dans des médias qui à une époque valaient quelque chose, mais c'est des gens, c'est des teubés qui font aucun effort, qui n'ont pas de QI, enfin, c'est très très compliqué. Hein. Alors là, j'avais fait une réponse, parce que ta question est importante, et parce que je me dis, ouais, vous êtes forcément plusieurs à avoir vu passer des trucs, des photos avec marqué Michael Jackson, Jeffrey Epstein et tout. Et tu regardes ça, tu te dis, voilà, visiblement, toi, tu as fait une descente d'organes, puisque pour toi, c'est une preuve. Donc, au début, je voulais juste en parler à la cool, et puis je me suis dit, donc j'ai quand même écrit 2-3 trucs. Donc, on me pardonnera de lire un peu. En gros, le problème, c'est 2 photos. On a une photo de Michael avec Bill Clinton, Diana Ross, et des enfants. Quelle horreur! Dans une espèce de... Enfin, un endroit très très restreint. Il y en a même qui ont dit, ouais, c'est un lit qu'on voit devant, c'est ignoble, c'est là où ils abusaient. On dit donc, voilà, Bill Clinton. Alors, Bill Clinton, lui, par contre, il rentre dans la sauce. Hein. Et c'est ça aussi dont se servent les manipulateurs, qui jouent sur votre naïveté, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que Bill Clinton, par contre, lui, il y a des éléments très sérieux. Donc, on dit... il y a Bill Clinton, donc ça va influencer certaines personnes. Certaines personnes vont se dire, ah ouais, Bill Clinton, j'ai vu dans un journal très sérieux, par contre, hein, le New York Times et tout, je sais pas quoi, qu'il y a des documents par rapport à ses jours sur l'île de Epstein, etc. Et là, il est avec Michael, donc Michael aussi, quoi, putain. Bref, il y a cette photo-là, qui est preuve. Une autre photo où là on est dans une pièce, on ne pourrait pas dire, hein, c'est juste devant un mur, hein, en fait, simplement. On a Jeffrey Epstein et Michael. Alors c'est pas du tout la même période, hein, visiblement, où ils posent. Alors on peut pas dire, franchement ils ont pas l'air... ça fait vraiment la photo, tu sais, comme quand t'es avec un fan à l'aéroport et je peux mettre à côté, ouais, comme ça. Enfin, je vous la mettrai de toute façon, mais ouais, c'est pas... Il y a des photos de Michael avec des gens qui l'aiment, ouais, où il sourit, les machins et tout. Il y en a même des milliers, des photos comme ça. Là, c'en est vraiment pas une. Donc voilà, donc ça c'est les 2 preuves. 2 preuves, Michael avec Jeffrey Epstein et Michael avec Bill Clinton sur l'île de Jeffrey Epstein. Alors là, c'est mort, c'est les preuves. Donc, pour dire les choses... mais là, c'est pas une question de, comment dire, je vais juste vous donner des faits. Des faits vérifiables, je veux dire. Et d'ailleurs, tellement vérifiables que quand même, ça se fait un peu plaisir. Il y a quand même de très très gros médias qui se sont rendus compte de leur erreur et ont fait des rectificatifs. Ce qui est, voilà, c'est toujours mieux que de rien faire du tout. Parce que souvent, ils font rien du tout. Quand ils se rendent compte qu'ils ont dit de la merde, ils font oups. Bon, on va mettre ça, on va faire comme si, bon, ça va passer. Et ça passe. Ça, le pire, c'est que vous oubliez, vous pardonnez. Et la fois suivante où ils mentent sur autre chose, vous retombez dans le panneau, quoi. Donc, factuellement, je vais commencer par celle où il est avec Jeffrey Epstein. Michael ne connaissait pas du tout Jeffrey Epstein. Genre même pas un peu, il n'y a aucun élément de rien du tout, cette photo a été prise la seule et unique fois où Michael a vu Jeffrey Epstein. Et pourquoi se sont-ils vus? Eh ben c'est pour planifier d'abus d'enfants. Non, c'est pas ça. Si c'est ça. Voilà, c'est pour ça, c'est une preuve. Non, pas du tout. C'était une entrevue que Michael a eue avec Jeffrey Epstein qui a eu lieu à Palm Beach. Hein. Alors attendez, je vérifie. Parce que... Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que Michael Jackson cherchait à acquérir une villa en Floride et son conseiller en immobilier et placement, etc., machin, a organisé une rencontre avec Jeffrey Epstein. Puisque je rappelle, enfin, les gens savent même plus du coup que faisait ce mec, mais une de ses principales activités à Jeffrey Epstein, c'était qu'il était conseiller financier et expert en patrimoine. Ainsi donc, ça c'était plus que logique, effectivement. Enfin, ça n'a rien d'anormal, je veux dire. Donc, cette rencontre a eu lieu. Ce qui est drôle, c'est pas drôle, mais il y avait une des victimes, c'est-à-dire une des femmes qui a été victime de Jeffrey Epstein, qui a témoigné. Lors de ces entretiens, elle va mentionner donc plusieurs célébrités qu'elle a vues et qui ont
qui se sont mal comportés, on va dire. Pas entrer dans les détails. Et là, on a les transcriptions, hein, donc c'est pas... ça, par contre, c'est sur Internet, mais bon, ça arrange pas les médias menteurs. Là. Et donc, l'inspecteur, lui demande... est-ce que vous avez rencontré d'autres célébrités avec Monsieur Epstein? Et elle répond oui, Michael Jackson. Et là, il va lui demander est-ce que Michael Jackson a fait quoi que ce soit? Et elle va dire non. Lui, il est venu, ils ont parlé business et il est reparti. Donc, il s'est absolument rien passé. Et d'ailleurs, c'est la seule fois sur les, je crois, il y a plus de 1000 pages du dossier Epstein, hein, quand même. C'est la seule fois dans le dossier où le nom de Michael apparaît. C'est pour dire qu'il est venu parler business un jour à Palm Beach. Hein, donc, il n'est jamais aller sur l'île, évidemment. Enfin bon, bref, c'est aussi comme le problème aussi, c'est que c'est la crédulité de gens qui connaissent rien du tout à Michael Jackson, hormis sa célébrité, je veux dire, mais qui connaissent pas du tout le personnage. Qu'est-ce que j'avais noté de un peu plus concret? Oui, là, il n'a jamais été sur cette île, il n'a jamais participé à aucune soirée d'aucune sorte mais même pas mondaine, enfin, de Epstein. Ils étaient juste pas potes, hein. Et d'ailleurs, quand on voit la photo, moi, ça me fait marrer parce que tu regardes la photo et tu te dis, c'est la seule fois où ils se sont vus. Je pense que le courant est pas passé du tout. C'est mon avis à moi, hein. Mais bon, bref. Donc voilà, fin de l'histoire, rien de rien. Et alors, le truc le plus dégueulasse, par contre, c'est la photo avec Bill Clinton et Diana Ross, où on a souillé un truc, mais alors, faut quand même avoir des couilles pour faire ça, quoi. Donc cette photo où les 3 célébrités sont en présence de 3 enfants dont les visages ont été masqués, comme on masque les victimes, hein, bien évidemment, les victimes d'abus. Sous-entend, il y a même je l'ai vu passer sur des articles, on dit que la photo a été prise sur l'île aux abus d'Epstein, lors d'une de ces monstrueuses soirées. Donc cette photo, elle est connue, hein. Enfin elle est pas connue de tout le monde visiblement. C'est une vieille photo qui a été prise près de l'Apollo Theater, donc à New York, lors d'une soirée événement de levée de fonds pour le Parti démocrate. C'est pour ça qu'il y a Bill Clinton, hein, tout simplement, et Diana Ross du coup. Donc c'est truc de mondanité près de gens célèbres et riches, bref, c'est passionnant, mais presque. Et où il y a eu une visite qui a été faite de plein de trucs, enfin bref, peu importe. Vous savez comment ça se passe dans ces moments-là. Et à chaque fois, ils sont suivis par des photographes, etc., etc. Donc là, ils visitaient des homes de je ne sais quoi, machin, et ils ont été pris en photo. Et alors, mais alors c'est qui ces victimes dont ils sont sur le point d'abuser? Là, on voit avec leur rectus, c'est leurs enfants. C'est tellement j'ai presque honte, mais en même temps vous pouvez pas deviner, enfin c'est ça qui est horrible, c'est que d'un côté je me dis faut vraiment pas faire d'efforts parce qu'en 2 clics sur internet tu vois que c'est faux en fait. Oui mais bon, bref. Et puis pour peu que, un peu comme certains que je connais, tu détestes Michael de façon à la base, donc en fait t'as envie, le moindre ragot, tu vas te dire je décide que c'est une preuve et j'espère que je vais pas être déçu. Mais donc on a l'enfant de Diana Ross et les 2 enfants à l'époque de Michael. Donc, ils sont avec leurs gamins, en fait, ils se baladent. Enfin, Epstein n'était pas là, enfin évidemment, ça n'a aucun rapport avec Epstein, mais aucun. Oh bref. Tim Lemmy ou Bon Scott? Ah oui, alors attends, parce que j'ai décidé exceptionnellement de faire une réponse muette sous forme de Funko Pop. Hop, voici ma réponse. N'est-ce pas? Et franchement, du fond du cœur, sincèrement. On dirait que jusqu'aux années 70, voire 80, les jeunes avaient leur musique à eux et étaient aux antipodes des goûts musicaux des parents. Exemple, les yéyés en France, les parents en gros écoutaient, le Luis Mariano, les enfants avaient le rock, musique rebelle. Depuis 90, les gosses écoutent les artistes de la génération de leurs parents, puis de leurs grands-parents, ou bien écoutent des groupes influencés par ces artistes, le grunge ou les Nick Kravitz. Je ne compte plus les jeunes des années 2010-2020 qui arborent des t-shirts Pink Floyd, Beatles, Stone ou d'autres groupes, tu cites Joy Division. C'est fascinant, ça rapproche les générations, qu'en penses-tu? J'en pense que je suis complètement d'accord avec toi et j'en ai déjà parlé d'ailleurs, mais je sais plus avec qui j'en ai parlé bien longtemps, hein, mais c'est un phénomène que j'ai constaté et qui me laisse perplexe également. C'est-à-dire que là, t'as totalement raison, mais même j'ai même envie de dire, c'est vrai que la musique des années 50, 60, un enfant des années 70, 80, moi par exemple, j'écoutais pas du tout. Moi, les Beatles, c'était hors de question. Enfin, ça me touchait même pas. Et pourtant, ils étaient pas vieux. Enfin, je veux dire que, ça, comme je tiens à préciser, moi, j'ai vécu, dans les années 80, McCartney, il était pas vieux du tout. Il faisait une super carrière solo, d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, il y avait Mick Jagger qui était en solo aussi, en parallèle.
avec les Stones. Bref, je me suis mis à écouter les Doors, Led Zepp, alors même Aerosmith, enfin des vieux trucs beaucoup plus tard en fait. Mais je constate effectivement qu'il y avait un énorme fossé avant et que ça fait quelques temps, ça fait un bon moment quand même, qu'il y a plus fossé. Et à titre d'exemple, le fils de ma chérie qui a 18 ans et qui aime la musique, mais c'est pas un passionné de musique, je précise, c'est un passionné de jeux vidéo mais pas de musique. Il s'en fiche un peu de la période, c'est-à-dire que voilà, il va adorer autant un truc Travis Scott par exemple, mais voilà, mais il a adoré Michael, Kiss, enfin, il y a plus de barrières. Je suis complètement d'accord, et ça rapproche les générations forcément. De toutes les religions existantes, laquelle est la seule, l'unique, la vraie? Mais je n'en sais rien. Enfin, j'avais lu quoi que factuellement, je crois que la plus ancienne religion majeure, parce que les religions, ça dépend ce qu'on entend par religion, c'est bon. Mais la vraie religion reconnue mondialement, etc., la plus ancienne, c'est l'hindouisme. J'avais vu ça dans plusieurs trucs assez sérieux. Suivi de près par le judaïsme, bon là, ça surprendra personne. Enfin, les autres religions majeures sont beaucoup plus récentes. Et d'ailleurs, il y avait... je me souviens de cet article où il relevait, c'est les historiens spécialistes qui relevaient des similitudes assez étonnantes entre le judaïsme et l'hindouisme. En tout cas, c'est un sujet d'abord sérieux. You know it. You know it. J'arrête. Donc un sujet sérieux, mais voilà, moi vous savez que moi les religions, ça fait 12. L'important c'est de respecter les personnes. Après, à titre personnel, je dis souvent pour rigoler que mon dieu préféré à moi, c'est Zeus. Si j'étais obligé d'en choisir un, et c'est pour une raison toute conne, c'est Ulysse 31. Ah ouais, putain, dans Ulysse 31, Ulysse... Oh putain, j'adorais. Il me faisait trop peur, en plus. Pour moi, c'est ça le dieu. Et c'est la voix de Zeus dans Ulysse 31. Même la sagesse, mais en même temps hyper dure. C'est pour ton bien, mais je vais te taper. Bon, excusez-moi, je m'emporte. J'aurais voulu connaître ton avis sur un écrivain dont je ne me souviens pas que tu l'as déjà mentionné, pardon. Dean Koontz. Ah, Dean Koontz, putain. Là, tu m'as fait plaisir. Alors, si, j'en ai déjà parlé, mais peut-être pas, c'est pas souvent, parce que je suis pas ultra fan. C'est pas comme Stephen King, par exemple. Mais c'est quand même mon auteur de romans horrifiques, on va dire, que j'ai le plus lu après King, quand même. Alors, du coup, je suis allé ressortir... ce que j'ai trouvé, j'en ai peut-être encore ailleurs, mais je suis pas sûr. Moi j'aime beaucoup. Alors c'est très irrégulier pour moi, Dean Koontz, vraiment. Il y a du très très bon et du... il y en a, j'ai vraiment souffert même. Alors j'en ai plusieurs de la petite collection Pocket des années 80. Ceux qui l'ont lu à l'époque, ça va vous émouvoir parce que c'était tout un truc. La Nuit du Forain, je vous les montre. J'ai aussi Démon Intime. Un truc un peu coquin, mais La Voix des Ténèbres. Celui-là, je l'avais bien kiffé. La Maison Interdite. Celui-là est assez connu. Ça, c'est des vieux, parce que le mec écrit toujours. Et alors, mon préféré, le chef-d'œuvre de Dean Koontz, c'est Chasse à mort. Voilà, que j'avais d'ailleurs offert récemment à ma sœur pour son anniversaire. Ça, Chasse à mort, pour moi, c'est extraordinaire. Je suis toujours dégoûté qu'il n'y ait pas de film, parce que pendant longtemps, il y avait les droits qui avaient été achetés par un très très gros studio, je sais pas quoi, pour faire un film de ce roman, Chasse à mort. Et puis, c'est tombé à l'eau, ça s'est pas fait, bref, fait chier. Mais si vous n'avez pas lu Chasse à mort, ça se trouve en poche, parce que là, moi je l'ai en gros, mais c'est excellent. Et alors, Chasse à mort, je précise, c'est pas de l'horreur, c'est pas un truc qui fait peur, c'est fantastique. L'album de Stevie Wonder, Characters, produit par la moitié de Tears for Fears, est vraiment sympa, même si très critiqué, tu ne trouves pas? Oui, il est très critiqué, c'est vrai. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que pourtant il contient des tubes planétaires. Free, par exemple, tous les Français connaissent par la publicité, là, merde, je sais même plus c'est pourquoi, la prévoyance, je sais plus quoi, où on entend Free. Characters, moi il m'avait déçu, sorti en 87 donc, parce qu'il suivait In Square Circle, qui était quand même une tuerie de dingue, et pour moi le niveau est un peu inférieur, même s'il y a quelques chansons que j'adore. Dark and Lovely, c'est peut-être ma préférée, mais il y a aussi One of a Kind, Skeleton. Mais alors voilà, là on va devoir reconnaître que je suis sincère, puisque je vais dire que Get It, par exemple, le duo avec Michael Jackson, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, moi je l'aime pas. C'est sympatoche au mieux, quoi, mais c'est un des titres les plus faibles du disque, quoi.
quel dommage que ça a été le duo avec Michael Jackson. Franchement, c'est vraiment pas top. Hein. Et je comprends d'ailleurs, ça va pas du tout... voilà, il y a plein de gens qui connaissent pas cette chanson, quoi. Ah oui, alors, tu dis, l'album est vraiment sympa. Mais alors grave, par contre. Oui, de ouf, quand même, pas déconner, quoi. Putain. Et dedans, il y a des chansons qui sont beaucoup plus que sympas. Avez-vous un avis sur les albums, pardon, du groupe Chic, Funky as Way? Ouais, alors un avis pour chaque album, non, mais globalement, un avis global, oui. Moi, toujours adoré Chic, que j'ai découvert très jeune par ma sœur, justement, dont je parlais tout à l'heure, puisque elle avait les albums de Chic, enfin on avait plusieurs en tout cas, et elle écoutait beaucoup. Moi j'adorais, c'était incroyable. Et ça c'est un truc qui m'a jamais quitté. Je crois que mes préférés c'est de Chic, c'est Everybody Dance. C'est trop le refrain de cette chanson. Incroyable, masterclass. Après je dirais Good Times et le Freak, bien sûr, qui est une bombe atomique ce truc quand même. Mais il y en a plein d'autres. De toute façon, Nile Rodgers, ça par contre j'en avais parlé dans le dernier JDV là je crois, ou celui d'avant. Nile Rodgers, c'est un putain de génie pour moi. Vraiment, vraiment. Connais-tu le groupe Your Inland Empire? J'ai vraiment aimé leur premier album, je te le conseille. Et alors, je ne connaissais pas du tout, je n'avais même jamais vu ce nom. Donc j'ai été sur YouTube vite fait, et il m'a suggéré 2 vidéos qui avaient l'air d'être les plus vues, 2 chansons. Je me suis donc pris dans la gueule Grinding et There Is No Me également, 2 tueries. Donc il faut que j'aille écouter le reste maintenant. Pop rock ultra musclé, très mélodique quand même, avec une espèce de nappage de dark wave. Donc merci infiniment pour ton mot qui en fait est une reco, parce que je connaissais pas. Il faut que j'y retourne, parce que c'est vraiment très très bon ce que j'ai entendu. Dans quel film des années 80 aimerais-tu vivre? Oh, aucun, je crois, ça me ferait peur de vivre dans un film. Après, des films, oui, pour leur ambiance et tout. J'adore l'ambiance de Gremlin, par exemple. Peut-être même plus que l'ambiance de Retour à le futur. J'aimerais vivre dans cet univers-là. Mais si en échange je dois me faire attaquer par des Gremlins, c'est pas super cool. Un peu pareil pour E.T., j'adore tout ce qu'on voit de l'époque, de cette Amérique-là, dans E.T., j'adore. J'aimerais y être, mais... et vivre, il y a un petit côté en fait permanent dans ta question qui me qui me refroidit un peu. Que penses-tu du film La Révolution française de 89 avec un très gros casting et Hiver 54, l'abbé Pierre, qui est aussi de 89, je n'ai vu aucun des deux. La Révolution française, par contre, je suis allé voir ce que c'était quand même. Hein. Alors Hiver 54, je m'en souviens très bien, c'était avec j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Enfin bref, je me souviens de ce film, mais ça m'intéressait pas du tout. Donc je sais pas, moi l'abbé Pierre, ça m'intéressait pas avant même qu'on découvre beaucoup de choses. Et La Révolution française, donc un téléfilm hein, plutôt, j'ai cru comprendre, de 5 heures, 5 heures et demie je crois même, en 2 parties. Bah non, je l'ai jamais vu à l'époque. J'ai vu des papiers qui disent que c'est vachement bien, donc pourquoi pas. Et d'ailleurs, alors par contre, si ça intéresse des abonnés parmi vous, La Révolution française, c'est dispo gratuitement sur YouTube, intégralement, les 5 heures et quelques. Je suis tombé dessus, ça m'a étonné. Est-ce que tu as du matos audio hi-fi vintage? Si oui, peux-tu détailler? Non, j'en ai eu hein, par contre. Alors putain, j'en ai eu même à une époque du beau matos. Mais j'écoute plus comme avant. Enfin, c'est l'époque. Hein. Enfin, c'est l'époque et c'est aussi la situation. Moi, je vis pas seul. Hein. Quand je vivais seul, j'avais un super matos, une chaîne hi-fi de dingue des années 80, mais haut de gamme. Enfin, avec les blocs, tu sais. Enfin, tu vois très bien le genre. Ultra puissante. Mais voilà, comme je le dis parfois, je faisais à l'époque trembler les baies vitrées, mais vraiment. Mais je m'en suis séparé parce que je n'écoute plus jamais à volume... Merde, comment on appelle ça? Externe? Je sais pas comment dire. J'écoute au casque en fait maintenant, tout le temps, par respect. Voilà, hein, et ils font pareil d'ailleurs. De leur côté, on est 3, mais s'il y en a un de nous 3 qui se met à écouter à fond les ballons du matin au soir de la musique qu'il aime, ça va pas être gérable. Du coup, ça n'a plus d'intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est d'avoir un très bon casque. Après, il y a des trucs où même avec casque, tu vois la différence, tu vois. Moi, je désespère pas de me reprendre une platine vinyle, j'en ai très longtemps eu, puis je m'en suis séparé, pareil pour les raisons, bon voilà. J'ai une belle platine CD là, mais je m'en sers même pas, tu vois. Je suis sur l'ordi, le casque est sur l'ordi et toutes les chansons sont sur l'ordi, en wave, machin. Avec un bon casque, le son est très bon. Mais les vinyles, ouais, ça j'aimerais bien y retourner. Je vais passer la soirée du Nouvel An seul dans mon studio et ça me ferait plaisir que tu me recommandes un film léger et pas connu, genre comédie, que je puisse découvrir en mode détente pour me changer les idées. Merci infiniment à toi pour tout ce que tu nous donnes. Après, il y a tout un truc de... C'est tellement gentil.
Après, je lis pas ça parce que ça fait vraiment le mec qui s'auto... le problème, c'est que c'est moi qui le lis à voix haute, du coup... mais ça me bouleverse même carrément. Franchement, souvent je reçois des messages de gens qui juste me remercient ou voilà, font des compliments. Enfin, mais ça me... Je même pas les mots pour dire ce que ça me fait en fait. Mais sachez que ça me fait quelque chose, hein, vraiment. Bah écoute, je sais pas quand je vais mettre en ligne, quand je vais réussir à faire le montage et mettre en ligne cette vidéo, ce sera possiblement plutôt le lendemain du nouvel an. Donc j'ai peur que ce soit trop tard pour toi. Mais j'ai réfléchi à ta demande et je suis allé regarder dans mes films. Et j'ai cherché un truc vraiment pas trop vieux, pas voilà, et qui soit comédie mais pas non plus, enfin c'est comédie mais un peu doux amer, enfin tu vas voir. Je te propose, je pense pas que tu l'aies vu, Driven. Alors, attention, Driven c'est pas le truc irregardable avec Stallone, hein, qui est une purge immonde. Bref, Driven. Alors ce film là, je l'adore. Et il date d'il y a quoi, 3-4 ans. J'en avais un peu parlé sur ma chaîne à l'époque. Si, c'est sûr, alors c'est sûr. Donc le fil rouge c'est la DeLorean. Et c'est génial. La fin est géniale, j'adore ce film. C'est un film qui va te changer les idées. Ça vraiment. Un film qui va te changer les idées, qui va te faire rire. Et en même temps c'est pas un film con du tout. Et c'est un beau film. Enfin même la conclusion, tout ça. Si vous avez pas vu ce film, grosse reco. Je me suis acheté le dernier Bon Jovi Forever et je t'avoue humblement ne plus me rappeler si tu en avais parlé à l'époque. Je connaissais les problèmes de voix de Bon Jovi, j'avais peur d'être déçu, pardon, mais c'est tout l'inverse. Alors oui, sa voix est moins claire et moins puissante, mais il assure toujours et les compositions sont tellement catchy. Je me suis régalé. Donc tout simplement, je voulais savoir si tu l'avais apprécié, et notamment le titre Living Proof, qui est une tuerie pour moi. Qu'en as-tu pensé? Alors déjà, Bon Jovi, c'est vraiment un groupe qui est souvent abordé par les musiciens ou les gros fans d'encyclopédie musicale, etc., avec une forme de condescendance pénible. Ah ouais, c'est tellement vrai ça. Le comptable là, bah, il est parti pisser. Du coup je lui prends sa place. Bref, quand on prend un peu de recul sur sa discographie, c'est un groupe incroyablement important dans la pop américaine, même le rock, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que, un des meilleurs amis de John Bon Jovi, c'est Bruce Springsteen, dont je parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que Bruce Springsteen, c'est en l'idole des intellos, qui sont ultra sélectifs et qui méprisent en fait la popularité, parce que c'est ça le problème, la popularité de Bon Jovi, par exemple. Alors que Springsteen, qui a connu John Bon Jovi quand ils étaient gamins, hein, quasiment, ils se sont jamais perdus de vue depuis. Ils ont même un rituel où tous les ans ils se font un road trip tous les deux, mais c'est totalement privé, enfin c'est incroyable. Ça montre à quel point les gens sont cons, c'est ça que je veux dire. Ah ouais, bien dit là, bien dit. En tout cas, c'est un groupe que j'adore, même si alors je l'avoue par contre, et ça c'est ma sensibilité personnelle, je suis vraiment un indécrottable du Bon Jovi des années 80, même si j'aime beaucoup tout ce qui a été fait post-90, mais sa album préféré, bien évidemment, ce sont les 3 premiers et de très loin. 4 premiers, on va dire. Donc sa période heavy metal de Bon Jovi, que j'adore. Le reste, j'aime beaucoup, plein de choses, mais c'est pop rock classique, quoi. Donc ça me touche moins, on va pas se mentir. Après, le dernier album, je l'ai trouvé extrêmement bon. Pour moi, il y a un Forever, c'est un retour à une qualité d'écriture qui était plus vraiment là depuis plusieurs disques. Et ma préférée, c'est Living Proof, mais alors de tellement loin. Je l'ai même posté sur mes réseaux quand l'album est sorti parce que je me suis pris une baffe. Et pourquoi je l'aime autant, c'est parce qu'elle me rappelle justement le Bon Jovi de Slippery When Wet, tout ça quoi. Enfin, ça m'a rendu nostalgique carrément. Connais-tu la série Dossier Département 5? C'est une ambiance style Millennium. Je te conseille aussi la collection bouquins pour Fantomas. Jamais lu Fantomas. Après la collection bouquins, j'adore. J'ai Edgar Poe et Lovecraft en bouquin. Alors je connaissais de nom, je sais que c'est une série de romans et tout. J'ai vu qu'il y a une série de films qui a été faite, mais non, je ne connais pas. Par contre, faudrait que je tente du coup. Je sais pas si les films, est-ce que tu me recommanderais les films déjà? Parce que en ce moment je lis pas, je lis mais pas de romans. Connais-tu Staff Beksinski, le peintre, donc non, la façon dont j'articule son nom, non. Le peintre polonais avec Giger et Lovecraft, pour moi l'un des très grands maîtres de l'horreur. Sinon tu n'auras pas de mal à voir ce qu'il y a de profondément triste et malaisant dans son œuvre. Et si tu creuses dans sa triste vie, je ne connaissais absolument pas ce peintre, et quand je suis allé voir ses œuvres sur internet, je n'en ai reconnu aucune, donc j'en ai même jamais vu passer, c'est assez étonnant. J'avoue que ça me parle pas des masses, ça me touche pas vraiment. Giger, ça me touche de ouf.
Il y a plein d'autres peintres que j'adore. Je vous avais parlé de tous mes peintres préférés dans un des JDV passés. Là, c'est pas mon truc, mais c'est super beau. Enfin, ah oui, il est très très doué. Et oui, c'est très sombre, vraiment, en effet. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film Year 10 de 2024, film anglais mal vendu comme un film post-apo cannibale survivaliste, pardon, avec des loups, alors que c'est une petite pépite d'intelligence et de virtuosité. Je n'ai jamais entendu parler de ce film du tout. Moi, j'ai vu qu'il se prend des critiques très très sévères. Il est très très mal noté et j'ai lu 2-3 critiques vraiment assassines. Hein. Donc, mais moi ça m'arrête pas du tout parce qu'il y a des trucs que j'adore et qui se font dézinguer de partout. Donc je me le suis noté et je vais me le chercher. J'ai entendu parler d'un écrivain américain que tu connais peut-être, Dennis Cooper. Bret Easton Ellis et Chuck Palahniuk l'admirent. Dennis Cooper a réalisé en 2025 un film Room Temperature sur les maisons hantées américaines. Ça a l'air génial. Je ne connais absolument pas. Putain, c'est les questions de la honte. Voilà, les questions où je ravale ma fierté. Je ne connais pas Dennis Cooper. Je suis allé regarder un petit peu. Alors moi je suis tombé sur des articles où on parle de Dennis Cooper un peu grâce à Bret Easton Ellis qui dit que c'est un écrivain, un pirate quoi, un rebelle, enfin vraiment. Et voilà. Après j'ai un petit peu regardé de quoi ça parle, etc. Mais je n'ai jamais lu. Donc voilà, faut que je me le note sur la liste des trucs à découvrir. Et Room Temperature, je l'ai pas vu. Que penses-tu de l'acteur Montgomery Clift et des films dans lesquels il a joué? C'est un acteur que j'aime beaucoup. Je crois que mon film préféré avec lui, c'est Soudain l'été dernier, un chef-d'œuvre. Voilà, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande de ouf. Après, La Rivière Rouge, un de mes westerns préférés en plus. La Loi du silence, magnifique également, magnifique film. Il joue aussi dans Les Désaxés avec Marilyn Monroe. J'aime un peu moins, mais qui est un de mes préférés avec Monroe. Donc c'est quand même un très bon film. Donc voilà, donc globalement, j'en pense vraiment que du bien. J'aime énormément sa façon de jouer, son charisme. Le mec a vraiment une gueule. C'est la première fois qu'on me parle de cet acteur depuis que je suis sur YouTube, disons. Tu as parlé des magazines OK et Girl, ça m'a renvoyé à plein de souvenirs. As-tu encore certains magazines de ces années-là? Et si oui, pourrais-tu nous en faire feuilleter comme tu avais fait au tout début de ta chaîne? C'est drôle parce que je reçois régulièrement des messages qui me demandent de refaire des petites vidéos de 5-10 minutes où je feuillette, en fait en commentant un peu un vieux magazine des années 70-80. Alors que pour moi, c'est pas... D'ailleurs, c'est pas... Je crois que je l'avais fait 2-3 fois et c'est pas des vidéos qui ont plu à beaucoup de gens. Après, c'était des époques où j'avais 200 abonnés. Alors bon, oui, bon. Il faudrait que je le refasse. Moi, ça me brancherait bien. Oui, j'en ai. Alors oui, bien sûr, oui. J'ai des OK, j'ai des girls, j'ai... Oh, mais d'ailleurs, attendez. Je suis allé récupérer, parce que je les ai reçus il y a 2-3 jours. J'aime bien récupérer justement les vieux magazines de enfance, adolescence, tout ça, parce que c'était des moments extrêmement importants pour moi, parce que pas d'internet. Les magazines, c'était tellement important quand t'étais fan de musique, de cinéma. C'est les événements, les numéros qui sortaient et tout. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir l'état de la presse. Ça l'est plus du tout, évidemment. C'est par internet que tu découvres tout. Mais donc j'aime bien récupérer des trucs. J'en ai trop pourtant sortir comme ça. Faudrait que je refasse des vidéos, effectivement. Je pourrais faire des trucs un peu avec des thèmes même d'ailleurs. Genre un vieux magazine avec Stallone, un vieux magazine avec Michael, trucs comme ça quoi. Mais ouais, j'ai reçu ces deux-là. Il y a donc très récemment. Voilà, je vous le montre. Un vieux numéro de Vidéo 7 que j'avais acheté à l'époque, hein, évidemment, vous imaginez là, le gamin de 10-11 ans, l'arrêt cardiaque quand ce magazine est sorti. Et c'est tellement à chaque page, c'est des souvenirs de ouf. Putain, mais regardez, je l'ouvre au hasard, sérieusement, sans déconner. Ouais, voilà, ça, je pourrais faire une vidéo où on feuillette ça. Alors, faudra faire gaffe, parce que vers la fin, il y a... Bref, vous voyez, enfin, si vous avez acheté Vidéo 7 quand vous étiez gosse, hein, voilà, vous m'avez compris. Et j'ai reçu ça. Alors ça, c'est putain de Graal, ça, pour moi, hein. Évidemment, Stéphane Mialet me comprendra. Je parlais d'ailleurs, il y a 2 JDV, ou c'était dans le tout dernier, je sais même plus, de la toute première critique de l'album Bad qui est sortie dans la presse française. C'était dans le Rock and Folk que je vous ai montré. Mais dans les jours qui ont suivi, à la sortie du Télérama, on a eu également, c'était peut-être le 2e ou la 3e du coup, critique de l'album Bad. Et là, je l'ai récupéré. Il est dans un état, on dirait qu'il est sorti cette semaine. Alors que donc ça date de 87, quoi. Et alors je vous montre d'ailleurs, parce que là encore on avait voilà, une double page sur l'album. Et comme c'est quand même Télérama, ils trouvent le moyen de chier dessus.
En gros, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé, mais ils disent que c'est remarquablement fait, mais que ça n'a pas grand intérêt, que ça manque d'originalité, que c'est trop calculé. Bref, ils n'ont pas aimé. Voilà, bref. Et c'était la dernière question reçue de cet interminable et centième journal de vlog. C'est bien la fin, là. Oui, c'est fini, là. Ouais, excuse-moi. J'espère que vous allez bien. Ah, mais quel bâtard. Non, c'est le grand stratégaire, c'est un bâtard. Un bâtard. Mais vas-y, excuse-moi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo en vous re-souhaitant une dernière fois une très bonne année en espérant que 2026 sera meilleur que 2025 ou moins moisi selon les critères qu'on y applique. Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau numéro du journal de vlog et ce n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de la 100e édition. Mais n'importe quoi. Oh oh oh. Bonjour. Et c'est là que je réalise qu'en fait, pour peu que tu sois bien éclairé avec ces lunettes, tu vois assez bien. N'empêche, sans déconner, un élastique et des lunettes, et ça me donne un air tellement condescendant. J'ai presque envie de donner des leçons de cinéphilie à Samir. Qu'est-ce qu'il est drôle.